y a des jours où tu te lèves sans savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu avances, mécaniquement, comme si le sens de ta vie avait été effacé pendant ton sommeil. Mais, et si ce flou n'était pas un hasard? Et si c'était juste parce que tu n'as pas encore identifié l'œuvre de ta propre vie? Aujourd'hui, on va décoder les signaux. On va chercher les réponses que tu fuis inconsciemment. Et on va le faire ensemble. Bienvenue dans ce voyage. Goethe disait un truc assez fort, que c'est dans notre vocation, plus que dans le simple métier, qu'on trouve la force pour traverser les difficultés de la vie. Oui, c'est une très belle idée. Inspirante, oui, mais soyons honnêtes, trouver cette fameuse œuvre de sa vie, c'est loin d'être simple. Ah non, clairement pas. Entre ce que les autres attendent, les questions d'argent, nos propres doutes aussi, le chemin est souvent un peu brouillé. Tout à fait. Et justement, l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu ensemble quelques pistes, quelques stratégies pour essayer d'identifier ou peut-être même de renouer avec cette voie qui nous parle vraiment au fond. D'accord. Faut voir ça comme un cheminement, pas une illumination soudaine qui tombe du ciel. C'est progressif. Un cheminement, alors allons-y. La première piste que vous suggériez, c'est de revenir à nos origines, à ce que vous appelez l'inclination primale. Oui, l'inclination primale. L'idée, c'est que très souvent, dès l'enfance, il y a des attraits très forts qui se manifestent. Parfois, c'est déclenché par des choses toutes simples. Comme l'exemple d'Einstein. Exactement. Le jeune Albert Einstein, fasciné, complètement captivé par une boussole. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ces forces invisibles qui font bouger l'aiguille? Et cette question, elle va guider toute sa vie de chercheur. Ou prenez Marie Curie, enfant, elle était comme hypnotisée par les instruments de son père dans son laboratoire. C'est vrai. Et ce qui est clé ici, c'est que cette inclination, elle est souvent viscérale, presque avant les mots. C'est un sentiment d'émerveillement, une connexion très forte qui vient pas de l'extérieur, pas de la raison pure. D'accord, quelque chose de très authentique. Voilà, authentique, c'est le mot. C'est comme redécouvrir quelque chose qui était déjà là, enfoui. Mais alors comment on fait pour retrouver ça si on a l'impression que c'est complètement perdu, noyé sous le quotidien, les obligations? C'est un peu comme faire de l'archéologie sur soi-même, quoi. Essayer de se souvenir à quoi on jouait enfant. Quelles étaient les activités où on voyait pas le temps passer. Ah oui. Les sujets qui nous rendaient hyper curieux, même si ça semblait idiot ou inutile à l'époque. Ces petits indices, ils sont super précieux parce qu'ils pointent vers une motivation vraiment intérieure, pure. Vite, il faut bien la confronter au monde réel, non? Qui est souvent très compétitif. Tout à fait. Et ça nous amène à une deuxième idée, une approche un peu, on pourrait dire, darwinienne. Trouver son créneau idéal. Son créneau idéal. Oui. Imaginez le monde du travail, le monde professionnel, comme un grand écosystème. Si on s'acharne à aller là où tout le monde va déjà, où la compétition est féroce pour les mêmes ressources, on s'épuise pour pas grand-chose. C'est sûr. L'idée, c'est plutôt de chercher ou de créer une niche un peu unique. Un endroit où on sera plus tranquille pour se développer. Une niche, c'est-à-dire se spécialiser à fond. Ou... Ça peut être ça, oui. Se spécialiser de manière très, très pointue. Vous voyez, VS Ramachandran. Il a commencé par collectionner des coquillages rares, une passion d'enfance. D'accord. Et puis ça l'a mené à étudier des cas neurologiques très bizarres, très spécifiques. Il est devenu un pionnier dans ce domaine hyper précis. Personne d'autre ne faisait exactement ça. Ah oui, intéressant. Ou alors, l'autre option, c'est de combiner des choses. Combiner des compétences, des intérêts qui, a priori, n'ont rien à voir. Comme Yuki Matsuoka? Exactement. Elle a mélangé sa passion pour le tennis, son savoir-faire en robotique et ses connaissances en neurosciences. Un sacré mélange. Oui, et ça a donné la neurobotique, un domaine complètement nouveau qu'elle a plus ou moins créé pour comprendre comment le cerveau contrôle nos mouvements et pour faire des robots qui aident les gens. Impressionnant. Donc l'idée, c'est un peu de sculpter son propre espace pour pouvoir vraiment maîtriser son sujet, loin de la bagarre générale. C'est tout à fait ça. Se libérer de la compétition stérile pour se concentrer sur la maîtrise. Mais il y a quand même un risque, non? Celui de choisir une voie pour de mauvaises raisons. Je sais pas moi, l'argent, faire plaisir aux parents, la célébrité. Ah oui, ça c'est le grand piège. Les fausses routes, comme on pourrait dire. L'histoire de Mozart est assez parlante là-dessus. Poussé par son père, c'est ça? Oui, poussé par son père. Il connaît la gloire très jeune, mais il sent un vide terrible à l'intérieur. Sa vraie musique, son œuvre profonde, elle ne commence vraiment que quand il se rebelle. Quand il ose enfin... Voilà.
Quand il ose enfin composer les opéras qui le brûlent de l'intérieur, même si ça plaît moins au début, même si c'est plus difficile. La leçon, c'est que la reconnaissance extérieure, même la gloire, ça peut être une prison si ça ne correspond pas à une nécessité profonde. Important de le rappeler. Identifier ses fausses routes, c'est une chose. Mais même quand on pense être sur la bonne voie, la vie, elle nous envoie des courbes, des imprévus, on peut pas tout contrôler. Non, bien sûr que non. Et c'est là qu'intervient une autre nécessité absolument vitale, l'adaptation. La capacité à s'adapter. S'adapter. Prenez Freddie Roach, le grand entraîneur de boxe. À la base, il était boxeur lui-même. Très prometteur d'ailleurs. Mais sa carrière s'arrête brutalement à cause de problèmes de santé. Dur. Très dur. Il aurait pu s'effondrer, rester bloqué sur ce rêve brisé, mais non, il a transformé cette expérience douloureuse, cette connaissance intime du ring, pour devenir un coach exceptionnel, hyper innovant. Il a rebondi, en quelque sorte. Exactement. S'adapter, c'est pas effacer son passé, c'est le réinvestir différemment. Voir les changements, même difficiles, non pas comme des fins, mais comme des opportunités de réorienter ses compétences. La flexibilité, c'est vraiment crucial. Une œuvre de vie, c'est pas un truc figé, c'est vivant, ça bouge. Et parfois, c'est même au plus profond de la crise, après un échec vraiment cuisant, qu'une nouvelle porte s'ouvre. C'est le grand paradoxe de ce qu'on pourrait appeler le chemin du retour. L'exemple Buckminster Fuller est incroyable pour ça. L'inventeur du dôme géodésique. Lui-même, après une série d'échecs professionnels, personnels, il était vraiment au fond du trou, au bord du suicide même, selon ses dires. Waouh! Et c'est à ce moment précis qu'il raconte avoir entendu comme une voix intérieure, lui disant d'utiliser son expérience, ses idées, pour le bien de tous. Alors il a décidé de se consacrer à fond à ses projets, un peu fous, comme le dôme géodésique, en acceptant des sacrifices énormes sur le court terme. Il a tout misé là-dessus. Oui, et ça montre l'importance, surtout dans ces moments de crise, d'écouter très attentivement sa propre expérience, cette voix intérieure, même si elle semble aller à contre-courant de tout. Et d'ailleurs, ce que vous décrivez, ce n'est pas réservé uniquement aux gens qui ont eu une passion fulgurante dès l'enfance, comme Einstein ou Curie. Non, absolument pas. C'est une excellente remarque. Prenez Temple Grandin. Diagnostiquée autiste, elle n'avait pas forcément cette inclination primale évidente et facile à suivre. Mais elle s'est appuyée sur ce qui faisait sa différence, sur ses forces uniques, son incroyable capacité à comprendre les animaux, sa façon de penser très visuelle. Et petit à petit, elle a construit là-dessus une carrière absolument révolutionnaire dans le domaine du bien-être animal et de la conception d'équipements adaptés. Elle a transformé une difficulté apparente en force. C'est ça. Parfois, c'est en travaillant avec ce qui semble être un obstacle, en développant une discipline à partir de là, qu'on forge sa voie la plus singulière et la plus juste pour soi. C'est très inspirant. Si on essaie de résumer un peu les pistes qu'on a explorées, il y aurait d'abord l'écoute de ces inclinations profondes, souvent ancrées dans l'enfance. Oui. Ensuite, chercher ou même créer sa propre niche, son créneau unique pour éviter la compétition stérile. Tout à fait. Oser aussi se détourner des chemins qui semblent tracés, mais qui sont motivés par de mauvaises raisons, comme l'argent ou la pression sociale. Essentiel. Se rebeller si nécessaire. Savoir s'adapter, être flexible face aux changements inévitables de la vie. La clé de la longévité. Et enfin, savoir puiser dans les moments difficiles, les échecs même, une force pour rebondir, pour trouver ou retrouver sa voie. Exactement. Et c'est un peu comme un fil conducteur à travers tout ça. Et pour prendre encore un peu plus de hauteur, il y a un psychologue, James Hillman, qui parlait d'un concept intéressant. Le daimon. Le daimon. Oui, une sorte d'appel intérieur, de destin singulier, propre à chacun, qui nous guiderait, souvent de manière assez subtile, vers notre accomplissement. Une sorte de guide intérieur. Un peu ça, oui. Il disait que cet appel est peut-être plus flagrant chez des personnalités extraordinaires, mais qu'en réalité, il agit en chacun de nous, même si on n'en a pas toujours conscience. Et donc, réaliser son potentiel unique, trouver l'œuvre de sa vie, ce serait peut-être, simplement apprendre à mieux écouter cet appel personnel, à mieux y répondre. C'est une très belle façon de le voir. Répondre honnêtement à cet appel intérieur. Ça laisse une question ouverte pour chacun, finalement. Quel pourrait être ce fil conducteur, même très discret, dans sa propre vie ? Quels sont ces petits signaux, peut-être, qu'on a ignorés jusqu'à maintenant, qui mériteraient qu'on leur prête une oreille un peu plus attentive ? Bonne question pour terminer, une réflexion à emporter. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu fais ça ? Maintenant, tu sais où chercher.
L'heure de ta vie ne sonne pas chez les autres, elle sonne en toi. Si cette vidéo a planté une graine, alors ne laisse pas le vent l'emporter. Abonne-toi, partage, commente, parce que quelqu'un d'autre, là dehors, se pose exactement la même question. Et si on pouvait y répondre, ensemble? C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et de partager à tes proches. Hey! Abonne-toi pour activer ta puissance si c'est Optic Mindset.